Parfait. Donc, voilà pour les anglophones. Si tu veux continuer là-dessus. Et puis, voilà, ça aussi. Voilà, super. Très bien. Donc on a, on avait un petit débat la dernière fois. Vous vous souvenez ce que c'était? Oui. C'était quoi? Qu'est-ce qui est le son avant d'être le son. perçu? Exactement, le son, exactement. Salut Benjamin. Le son, est-ce que le son, quelle est la définition du son? Facile? Lorsqu'il est perçu par une conscience. Exactement. Alors c'est Christine qui dit. Oui, moi je n'ai pas mis la caméra parce que... Ok, très bien. Excellent. Ok. Très bien. Donc le son, la définition du son, c'est ce qui est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. C'est ça qu'on a dit. L'objet d'appréhension d'une conscience auditive. Et on a dit que là, on est du point de vue Sautrantika. Il faudra que je fasse une petite présentation pour les écoles. J'ai pas eu le temps, j'ai terminé la suite des diapos, mais on la fera pour la prochaine fois. On a dit que chez les Sautrantika, on a les objets qui sont les causes des perceptions sensorielles. On a un son qui vient être la cause d'une conscience auditive. S'il est la cause d'une conscience auditive, est-ce qu'il préexiste à son effet? Forcément. Nécessairement. Nécessairement. Donc ça veut dire que, exactement, le son avant d'être entendu, est-ce que c'est du son ou pas? Ben non, mais on peut dire qu'avant d'être entendu, c'est une vibration. Et ça devient un son à partir du moment où la vibration est reconnue par l'organe qui le transmet à la conscience auditive qui en fait un son. Ouais. Donc, ce n'est pas un son avant d'être un son, mais c'est quand même une vibration qui crée la reconnaissance de quelque chose qui devient un son. Donc, ce n'est pas un son avant d'être entendu. Donc, si ce n'est pas un son avant d'être entendu, il ne peut pas être la cause de la conscience auditive. Non. Non. Donc, Il ne peut pas être la cause en tant que son. Il faut... Je pensais aux conditions, la condition souveraine, oui. Commune, enfin dakienne. Oui. Donc, ce mental qui est une perception qui précède à cette perception du son, oui. Et qui donne au mental la capacité de percevoir ensuite ce son à l'exclusion de tout objet. Donc en effet, on a la condition souveraine non commune. On a la condition souveraine non commune. Pour la conscience auditive, ça va être une faculté auditive. Ça va être une faculté. On va dire que ça va être une forme subtile. C'est une faculté. Alors ça, c'est la condition non commune, mais la condition commune, c'est le mental qui précède la perception du son. Alors ça va être la condition antécédente. Le vocabulaire, désolé, mais ça, c'est parmi les deux conditions. Parmi les deux, il y a deux dakiennes. Oui. La condition dakienne, la condition commune. Oui. Donc c'est ce mental particulier qui donne cette faculté à une perception, la perception d'un son de se manifester. Exactement, tout à fait. Vous avez entendu ce qu'a dit Nadia? Il y a, comme on l'a vu la dernière fois, il y a 3 conditions pour une perception sensorielle en particulier, mais n'importe quelle conscience normalement. Il y a la condition objectale, l'objet lui-même, donc le son ici en l'occurrence, ça doit être la cause de ça doit être une condition de notre conscience sensorielle. Et il y a 2 autres conditions, il y a la faculté en tant que telle, et il y a un moment de conscience immédiatement antérieur. S'il n'y avait pas ce moment de conscience immédiatement antérieur, il n'y aurait pas l'instant de conscience à l'instant T. Et donc il faut que ces 3 conditions se réunissent, et là on a une perception sensorielle auditive dans ce cas-là. Donc les 3 conditions doivent préexister à leur effet, puisque c'est des conditions, c'est des causes. Donc c'est-à-dire que le son doit préexister à la conscience auditive qui l'appréhende. Oui. Donc s'il préexiste, ça veut dire que c'est un objet d'appréhension d'une conscience auditive avant d'être appréhendé par une conscience auditive. Mais alors il existe plus. Le son ou la potentialité? La potentialité existe. Le son lui-même, c'est un phénomène impermanent qui ne peut pas exister puisqu'il n'existe, enfin, sinon il serait permanent. Oui, en effet, il est impermanent. Préexistant. Oui, il doit préexister. Il doit être préexistant. Alors comment on règle le problème? Exactement. Comment on règle le problème? Une fois qu'on l'entend.
Alors, le problème, il est résolu par la liste donnée par Paul Butcher quand on a la liste des existants. Ah, mais tu l'as pas. C'est une liste qui se trouve quelque part. J'ai oublié de te la Ah non, c'est pas celle-là. C'est celle qu'on. Ok, c'est celle qu'on a sur le truc que je vous ai envoyé l'autre jour. Avec les existants. Ça doit être là-dedans. Je vais vous faire le partage d'écran. Regardez ça. Vous vous souvenez, la définition d'un existant, c'est quoi? Est-ce que vous avez appris des définitions? Est-ce que vous en avez appris? Par une cognition valide. Alors, ce qui est quoi? Observé Observé par par une une valide. Exactement, waouh, génial. Ce qui est observé par une cognition valide. Un existant. OK. Observé par une cognition valide, très bien. Et donc, c'est une solution, en fait. On dit une cognition valide, ce n'est pas nécessairement la nôtre. C'est-à-dire que le son qui, par exemple, claquer des doigts, le son, il passe de vos doigts, hop, il parcourt la distance jusqu'à vos oreilles, c'est transformé en signaux électrochimiques, etc. Ce son, c'est quand même du son, même si ce n'est pas encore appréhendé par votre conscience sensorielle. C'est du son, parce que, en général, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. C'est un existant qui est connu par une cognition valide, même si ce n'est pas notre cognition valide à nous, elle est connue par une autre cognition valide. C'est un petit peu le même principe qu'avec l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ça veut dire que l'autre jour, notre question c'était est-ce qu'un arbre qui tombe en forêt, donc est-ce que ça donne du son s'il n'y a personne qui l'entend? Il n'y a jamais. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours des consciences omniscientes. Il y a toujours des consciences omniscientes. C'est-à-dire que même si nous, on ne connaît pas le nombre d'atomes qu'il y a dans la table, il y a nécessairement des consciences omniscientes qui appréhendent le nombre d'atomes. Et donc, le nombre d'atomes est connaissable, c'est un existant, même si nous, on ne le connaît pas. Ouais. C'est génial. Super. C'est super. Donc, c'est un existant. Sinon, ça voudrait dire que le nombre d'atomes dans la table serait un non-existant jusqu'à ce que nous, on le connaisse. Mais ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Ça veut dire que le son, avant d'être entendu par nous, serait un non-existant. Comment est-ce qu'il pourrait être la cause d'une conscience sensorielle si c'est un non-existant? Comment une corne de lapin pourrait être la cause de quoi que ce soit? Dans la mesure où c'est inconnaissable, c'est un existant. Voilà, c'est ça. Exactement. Connaissable, existant. Et quand on dit connaissable, ce n'est pas nécessairement connaissable par nous. Ça veut dire juste connaissable en général. Ouais. Approprié comme étant l'objet d'une conscience. On ne dit pas à qui est cette conscience. Très bien. Donc, on va essayer de continuer sur les diapos qu'on a vus l'autre jour et de voir un petit peu comment est-ce qu'on débat en réalité. Comment est-ce qu'on débat en réalité? Excuse-moi, j'aime pas. Moi, je suis tout noir comme écran là. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est pas normal. Voyons voir. C'est pas grave. Je vais essayer de retrouver le. Voilà, le drive. Tu vois le partage d'écran ou pas là? Ah ben là, on ne le voit plus du tout. Personne. Je l'ai effacé, c'est pour ça. Très bien. Donc maintenant, si on te voit juste à toi, Tinpa. Ouais. Voilà, là, comme ça, c'est bien. C'est peut-être Skype qui fait. Super pour tout le monde. Ouais. Et là, vous voyez? Plus rien. Non, moi, je suis tout noir. Je suis tout Oui, noir. oui, c'est bon. Ok, ça doit être Skype. Sinon, c'est la connexion Wi-Fi qui fait ça. Ok. Très bien. Donc, on avait vu l'autre jour, on avait vu ça. Est-ce que vous voyez le partage d'écran maintenant? Non. Non, moi, je suis tout noir toujours. Alors, sinon. Moi, c'est. C'est bizarre. Là, c'est normal que ce soit tout noir. Ouais, non, je pense que c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qui fait ça. Et là, vous voyez quelque chose? Oui. Ouais, on voit le compendium des thèmes à débattre. Ok. Ouais, mais moi, je vois rien toujours. Ah, alors là, c'est pas de ma faute. D'accord. C'est peut-être ton Wi-Fi. C'est peut-être ton Wi-Fi, c'est possible. Ça veut dire qu'il faut que je me décroche et C'est je revienne? Lyon, ça. Essaye, mais si tu te décroches et que tu reviens, le partage d'écran ne sera pas effectif. Il faudra le refaire, parce que sinon ça ne marchera pas. Essaye toujours, et on essaye de meubler en attendant avec une petite musique d'ascenseur. On va essayer. On va continuer juste
parce que les diapos, il les a vus, Patrick, la vidéo. Donc ça, on avait vu, voilà pourquoi c'est si important, c'est pour développer la sagesse, c'est très important, développer le raisonnement, le discernement, c'est aiguiser notre esprit, c'est très important. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne perçoit pas. Quand vous étudiez l'Amrim, qu'est-ce qu'on perçoit en réalité dans l'Amrim? Est-ce qu'on perçoit la précieuse existence humaine, le karma, la libération, les 4 nœuds? Est-ce qu'on les voit avec nos yeux? Non. Non. Et pourtant, c'est des réalités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Grâce au raisonnement. Donc, c'est pour ça que c'est si important. Donc, c'est pour ça que toutes les écoles tibétaines débattent. Les Nyingma ici, les Sakyapa, les Kagupa, les Gelupa, les Bumpo et les laïcs. Tout le monde débat. Donc, on avait vu les comparaisons logiques. On avait vu l'équivalence. Est-ce que, par exemple, observer par une cognition valide, est-ce que c'est équivalent avec existant? Michael dit oui. Et oui, c'est équivalent. C'est équivalent. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe, tout ce qui A est nécessairement B, tout ce qui est B est nécessairement A. Exactement. On avait vu que l'équivalence, c'était ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication. Les 8 portes de l'implication, c'est si c'est l'un, c'est l'autre, si c'est l'autre, c'est l'un, si c'est pas l'un, c'est pas l'autre, etc. S'il y a l'un, il y a l'autre, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre, etc., etc. Donc c'est ça les 8 portes de l'implication. Donc ça veut dire qu'entre existant, qui est un définiendum, et sa définition, observée par une cognition valide, il y a nécessairement les 8 portes de l'implication. Ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire que les deux soient exactement la même chose. Parce que, si par exemple, on prend produit et impermanent, tout ce qui est produit est nécessairement impermanent et tout ce qui est impermanent est nécessairement produit. Il y a l'équivalence parfaite entre les deux. Est-ce que produit a la même définition qu'impermanent? Non. Non. Impermanent n'a pas la même définition que produit. Donc ils sont Produit nécessairement... avec produit. Pardon? Produit et un avec produit, mais pas un Exactement. avec... Il n'y a que produit qui soit un avec produit. Ça, on va le voir dans une autre subdivision des existants. On verra qu'il y a une division en un et différent, qui est très intéressant, que j'aime beaucoup, qui aide à comprendre, parce que quand on dit ils sont différents, ça veut dire quoi différent? C'est quoi la définition de différent? La définition de différence, c'est qu'il n'est pas un avec... Il n'est pas un avec... voilà. Oui. Alors, une corne de lapin est différente. Et qui n'ont pas une base commune. Non, parce que c'est un phénomène, évidemment. C'est un phénomène qui n'est pas un avec un autre phénomène. Il faut que ce soit un phénomène non divers. Qu'est-ce que je raconte? Un phénomène divers, un phénomène multiple. C'est ça la définition de différent, un phénomène divers. Il faut que ce soit un phénomène, puisqu'une corne de lapin n'est pas différente de rien. Elle n'est pas différente d'une table, parce qu'elle n'existe pas. Ouais? Oui, oui. Très bien. C'est un non-existant. Exactement. C'est un non-existant qu'elle ne peut pas être différente. Pour la contradiction, c'est pareil. La contradiction, les deux doivent être différents. Ils sont différents et n'ont aucune base commune. Il n'y a rien qui puisse être à la fois A et B. Même si on dit BA, BA, c'est pas à la fois A et B. Parce que A c'est tout seul, B c'est tout seul, il n'y a rien qui puisse être à la fois A et B. Donc c'est ça. Ils sont différents, il n'y a aucune base commune. Patrick, ça va ça, ton... Non, je suis revenu, mais je suis toujours tout noir. Ah, ok, alors je vais refaire un partage d'écran vite fait. Et là, ça devrait marcher, j'espère. Sinon, ça vient du Wi-Fi. Ah là, il le voit. Ah, tu dois le voir. Oui, ça y est. Ah, super. Ok, très bien. Donc, on avait dit trois possibilités, Musum en tibétain et Mushi pour 4 possibilités. Donc, on avait essayé d'en parler, on avait vu. On va essayer d'en reparler, vous inquiétez pas. On va en reparler parce que c'est la base même des raisonnements. Et ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, c'est comment est-ce qu'on débat en réalité. On avait vu tout à l'heure, vous avez vu, il y a des personnes qui sont assises par terre et d'autres qui sont debout. Donc la personne qui est debout, c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui pose les questions. C'est elle qui défie la personne qui est assise par terre. Et donc, c'est toujours elle qui commence à parler et c'est souvent celle qui s'amuse le plus. Parce que celui qui est assis par terre, en général, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et il est souvent passé au grill. Donc, cette personne qui est debout, le Riglampa, celui qui emploie la voie du raisonnement, a 2 possibilités d'interroger la personne. Soit une conséquence en 2 parties, soit une conséquence en 3 parties.
On va voir d'abord en deux parties. En deux parties, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sujet et un prédicat. Le son est impermanent. C'est deux parties. Il n'y a pas plus que ça. On dit juste le son est impermanent. C'est une conséquence en deux parties. Souvent, on commence par la conséquence parce que si par exemple on a en face de nous quelqu'un qui dit bah, le son est permanent, par exemple, parce qu'il y avait des tenants non bouddhistes à l'époque qui débattaient avec les bouddhistes qui disaient que le son était permanent, qu'il était la cause de l'univers, etc. Et donc, si on arrive avec un syllogisme, une raison comme ça, de but en blanc, ça ne va pas le faire. Il faut arriver avec une conséquence et ça va mettre à mal la certitude de la personne. Elle va se dire, waouh, il y a quelque chose qui cloche dans mon raisonnement. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive avec une conséquence. On va dire, il s'ensuit que, c'est une conséquence, le son est impermanent. Donc là, dans ce cas-là, ça va. Et si la personne disait le son est permanent, on dirait, il s'ensuit alors que votre son est produit, n'est pas produit. Puisque votre son est permanent. Ça veut dire qu'il ne serait pas produit. Et donc la personne, elle ne peut pas accepter ça parce qu'elle voit que le son est produit. Ça dépend de cause et de condition. Mais là, on va dire que c'est simplement une conséquence qui est juste. Et donc, si on affirme une conséquence à quelqu'un, en deux parties, il n'y a que deux réponses possibles. J'accepte ou pourquoi. J'accepte, ça veut dire qu'il accepte que le son est impermanent. S'il dit pourquoi, ça veut dire qu'il n'accepte pas. On aurait pu dire bah non. Au lieu de dire pourquoi, on aurait pu mettre bah non. Ça aurait été aussi. Donc ça veut dire qu'on n'accepte pas la thèse. On n'accepte pas que le son est impermanent. Très bien. Et donc, entre ces deux, il faut choisir. On n'a pas d'autres possibilités quand on nous adresse une conséquence en deux parties. C'est soit j'accepte, soit pourquoi. Donc soit oui, soit non, en fait, tout simplement. Ouais? Ça vous parle jusqu'à maintenant? Très bien. Et là, ça va se corser un petit peu. Une conséquence en trois parties. Donc c'est le même début de la conséquence, sauf qu'on va donner une raison. On va dire, il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. Là, il y a trois parties, c'est clair, ouais? Un sujet, un prédicat, une preuve. Ouais? Ou une raison, comme vous voulez. Il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit. On peut dire soit j'accepte. En général, quand on est poli pendant les débats, on va dire j'accepte que le son est impermanent car il est produit. C'est une façon. Mais souvent, ils ne se prennent pas trop le chou à donner des réponses trop élaborées. Ils vont juste dire des choses assez simples. Soit on dit la raison n'est pas établie. On va voir ce que ça veut dire. Soit elle dit il n'y a pas d'implication. On va voir ce que ça veut dire. Je vais poser une question. Oui. Le mot prédicat, est-ce que tu peux me donner la définition, s'il te plaît? C'est l'objet approuvé. L'objet approuvé, ce n'est pas la raison? Voilà. La raison, c'est ce qui prouve le prédicat. C'est l'objet approuvé. Ouais. D'accord. Donc, quand on dit l'objet approuvé ou probandum en latin, ça peut vouloir dire la thèse elle-même. Le son est impermanent. On peut vouloir prouver que le son est impermanent. Et souvent, ils peuvent spécifier en disant le prédicat de la thèse en parlant de impermanent. En tibétain, ça va être beaucoup plus spécifique. Ça va être juste une partie de la thèse, ce qui doit être prouvé, quand on dit le prédicat. Et la thèse, c'est le sujet plus le prédicat, la thèse. Ouais. Mais dans certaines traductions, ils vont assimiler tout ça. Ils vont dire le prédicat, c'est le son est impermanent, etc. Ça dépend des traducteurs. Ouais. Merci. Très bien. Donc, on veut prouver ce qui est en bleu grâce à ce qui est en orange. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, on a cette possibilité de réponse, dire il n'y a pas d'implication. On va voir ce que ça veut dire après. Soit on va dire l'implication est opposée. Dans ce cas-là, c'est que la personne elle est déjà balèze ou que le Reglampas a fait une grosse bêtise. C'est qu'il a essayé de prouver l'inverse de ce qu'il voulait prouver. Dans ce cas-là, dans le bouquin de Daniel Perdieu, il dit que l'implication est opposée et il n'y a pas d'implication, ça peut être inclus dans la même zone de réponse, en fait. C'est-à-dire que si l'implication est opposée, il n'y a nécessairement pas d'implication. Mais ce n'est pas très grave. Pas nécessairement. S'il n'y a pas d'implication, l'implication n'est pas nécessairement opposée. Et si l'implication est opposée, nécessairement, il n'y a pas d'implication. Ouais. Mais on va le voir progressivement. Donc, en fait, on est obligé de piocher dans l'une des quatre. Quand on a une conséquence en trois parties. Donc, si quelqu'un donne une raison, s'il dit car, parce que, ça veut dire tout de suite, on sait qu'il y a un truc en trois parties. Et donc, on sait qu'on doit répondre l'un ou l'autre. Ouais. Génial. Donc, c'est les règles du jeu. Très bien.
Donc si on dit il s'ensuit que le son est impermanent, vous allez dire quoi? J'accepte ou pourquoi? Voilà, c'est facile, on en a déjà parlé. Ils acceptent. J'accepte. C'est bon, c'est bon. Ouais, j'accepte. Super, bravo. 1 point pour Dominique. Ok. Et ensuite, il est possible que celui qui est debout demande à Odan Chawa ou à celui qui défend la thèse de se justifier. Le son est impermanent car, et donc là il s'arrête, il marque un temps d'arrêt pour laisser la personne qui défend sa thèse justifier son point de vue. Parce que parfois le point de vue est totalement erroné. Parfois le point de vue c'est le son est permanent parce qu'il est né de l'espace, etc. Et donc il faut que la personne qui débatte avec ce défenseur sache la raison pour laquelle il dit que le son est permanent. Si on ne sait pas pourquoi, on va pas arriver à contrecarrer cette vue fausse. Et donc on va demander au Dam Chawa de se justifier. Donc il s'ensuit que le son est impermanent car, il va dire, il est produit. Dans ce cas-là, tout va bien. Tout le monde est à peu près sensé et raconte des choses à peu près intelligibles. Et donc nous, on va répondre, on va dire, on va prendre la thèse de ce qu'il a dit, on va dire, il s'ensuit donc que si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Parce que c'est ce que l'autre est en train d'accepter. Il est en train d'accepter ça. Il dit si c'est impermanent car c'est produit. Et donc nous, on va essayer de tester ce qu'il est en train de dire. Donc si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Ouais, tout le monde est d'accord? Eh bien, génial. Et donc là, il est obligé de dire j'accepte. Sinon, il se contredit et c'est foutu. Sinon, là, c'est tsar, c'est fini. Il s'est contredit. Très bien. Et donc, on pourrait aller plus loin dans le débat en disant, OK, donne-moi la différence qu'il y a entre produit et impermanent, entre équivalent, contradictoire, 3 ou 4 possibilités. Ce serait quoi? Équivalent. Facile. Équivalent, bravo, super. Vous passez en deuxième niveau. Donc maintenant, on va essayer de voir la conséquence en 3 parties. On va essayer de comprendre pourquoi on dit la raison n'est pas établie, pourquoi on dit il n'y a pas d'implication, tout ça. On va d'abord s'occuper des 2 premiers. C'est ça qui va nous intéresser d'abord. Mettez de côté le reste pour l'instant. Soit j'accepte, soit la raison n'est pas établie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit il s'ensuit que le son est impermanent car il est produit, vous allez choisir quoi? J'accepte ou la raison n'est pas établie? J'accepte. J'accepte. Waouh, super. Là, on a affaire à des balaises. Si la personne disait la raison n'est pas établie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire. Parce Oui, qu'il est permanent, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le son n'est pas produit. Exactement. Alors, c'est qu'il est permanent. Ouais. Non, c'est le sujet et la raison, là. C'est la propriété du sujet. Exactement. Là, quand on parle d'une raison valide, en effet, comme Dominique, on voit qu'elle a bien étudié la logique, quand on parle d'une raison valide, elle doit être les 3 modes, propriété du sujet, implication et contre-implication. Là, on est en train de voir le premier mode. Est-ce que produit est nécessairement une caractéristique du son? Est-ce que produit est établi comme étant une caractéristique du son? C'est ça qu'on est en train de voir. Et donc, si la personne dit la raison n'est pas établie, ça veut dire qu'il n'accepte pas que produit soit une caractéristique du son. Ouais. C'est une propriété du son. Ouais. Exactement. Pour lui, ça veut dire le son n'est pas produit. Et donc, à ce moment-là, il y a un débat croustillant qui pourrait venir et on pourrait lui demander donc pourquoi est-ce que le son n'est pas produit, etc., etc. Maintenant, une autre affirmation, un autre débat qui n'a rien à voir. Il s'ensuit que le son est impermanent car c'est une couleur. Ah, c'est facile. Hein. Là, on est en CP. Hein. Pour les débats, on est en CP. Il n'y a pas d'implication. On n'accepte pas. On n'est pas établi. On n'est pas encore dans l'implication. On n'est pas établi. L'implication, on va en parler après. Mais pour l'instant, c'est juste est-ce que j'accepte ou est-ce que la raison n'est pas établie? Je n'accepte pas. Alors, on n'a pas la possibilité de dire je n'accepte pas. La raison n'est pas établie. Le partage d'écran ne passe bien se faire. Donc, est-ce que j'accepte ou est-ce que la raison n'est pas établie? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Tamadou, exactement. Ça veut dire que couleur n'est pas du tout établie comme étant une caractéristique du son. Le son n'est pas une couleur. Facile. Ouais, génial, super. Bravo. Là, vous passez en niveau 3. Excellent. Donc, en effet... Est-ce que tu as prévu des bons points à la fin du cours? Faudrait que j'y pense. Excellent. Le son n'est pas une couleur.
Donc là, normalement, c'est assez facile à débattre, hein. Le son est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive, une couleur est l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle. Donc c'est nécessairement pas la même chose, c'est nécessairement pas dans la même sphère de perception. Et là, si on a un autre débat, il s'ensuit que le son est impermanent car c'est une cause. Ah, Ah, ben une cause, Pardon Tout c'est... ce qui est cause n'est pas son. elle dit la raison est établie. Le La son est raison bien est- une cause. Et J'accepte. tout ce qui est cause n'est pas son. Donc, ça veut La dire raison n'est pas Ah oui, est-ce que le son est une cause? Ah oui, la raison Alors, n'est pas alors c'est une bonne établie. question, mais ce n'est pas la question qui nous importe ici. On n'est pas en train de dire est-ce qu'il y a une équivalence entre le sujet et la preuve. C'est pas ce qu'on est en train de dire. est-ce que la cause est Est-ce une que la cause caractéristique est une caractéristique du son? Exactement, c'est ça la question. Alors, Et est-ce que pour la Michael, cause- la raison est établie. Pour Michael, la raison est établie parce que Parce que le son est une cause. La raison est- Pour un autre son. Est-ce que la alors, cause on peut pas vraiment dire le son est une cause parce que le son est une cause. Oui. Ça ne marche pas, hein. On peut le dire, mais La cause Alors, n'est pas une caractéristique du son. ah bon? La cause est une caractéristique du son, oui. Oui, donc la raison est établie. Donc Michael a raison. Après, c'est pourquoi est-ce que donc c'est bien en effet, j'accepte. Mais pourquoi? On serait tenté de dire le son est la cause est une caractéristique de son. Pourquoi? Parce qu'on Parce que le l'entend. son est produit. Que l'effet Parce que le est son produit l'entend. est la cause Parce de que c'est est une c'est des équivalent, causes de la cause et perception produit. auditive. Exactement. Voilà, très bien. Michael a très bien parlé à plusieurs voix. Alors, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Tant qu'à faire. Parce qu'on a dit, parce que le son va engendrer une conscience auditive de ce son. Voilà. Et donc, s'il engendre quelque chose, il est nécessairement une cause. Ouais. Donc ça, on le verra quand on verra cette sous-partie des bases établies, quand on verra les choses, les causes, les effets, tout ça, c'est très important. Surtout, bien sûr, du point de vue de l'amrim pour le karma, etc. Le son engendre la perception auditive. Exactement, tout à fait. Qui est la perception auditive qui va l'appréhender. Exactement, c'est tout à fait ça. S'il engendre quelque chose, c'est même la définition d'une cause, c'est ce qui engendre, ce qui produit. Parce que toi, tu as dit la conscience auditive, hein. Oui. Donc c'est pas en lien avec le sens, hein, c'est la conscience. Oui, en effet, on va dire qu'une conscience auditive, c'est nécessairement une conscience sensorielle. Ouais. C'est l'une des 5 consciences sensorielles, ouais. Super. Excellent. Ouais, c'est ça. On a 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Ouais. J'avais compris que c'était autre chose. Mais... Ouais. On pourrait dire qu'il va engendrer la perception sensorielle. On peut dire ça. Il va engendrer la perception sensorielle, qui va engendrer la conscience sensorielle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu parlais de sens. Ça. De sens auditif. Oui, j'avais pensé que tu parlais de... Organe. Enfin, non, c'est pas grave. Donc en effet, c'est le son, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit le son est la cause de la conscience sensorielle qui va l'appréhender, de la conscience auditive qui va l'appréhender. Ouais, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que là, la raison est établie? Est-ce qu'on a une raison valide ici? On a une raison valide, oui. Le son est impermanent car c'est une cause. Ouais. Donc la raison est établie, on accepte. Parfait. Génial, bravo. Deuxième bon point. Ok, maintenant, il s'ensuit que le son est impermanent car il existe. Vous avez le choix entre j'accepte et la raison n'est pas établie. La raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie, là. Alors ça veut dire que le son n'existe pas. Non, ça veut dire que l'existant... Attention, Ah, Le son est un existant, mais non, mais est-ce qu'existant est une caractéristique du tous son? les existants ne sont pas des sons. Non, mais c'est pas ça le problème. Alors, Est-ce Non, mais qu'existant est bien une caractéristique du son? exactement, on se pose la question. Est-ce que existant est une caractéristique de son? Oui, oui. Son existe. Pourquoi? Parce que Parce qu'il est- Parce qu'il est produit. Bonjour. Valide, une il est connexion observé valide. par C'est une très une bonne raison. condition valide. Parce qu'il est produit, c'est une très bonne raison. Si quelque chose est produit, ça existe nécessairement. Ouais, tout à Très bien. fait. Mais par C'est une contre, bonne raison. Mais par contre, tous les existants ne sont pas permanents. Enfin, tous les existants ne sont pas impermanents. Il y a des existants permanents. Donc, c'est pas une raison. Exactement.
Donc la raison est établie, mais ça ne veut pas dire que si la raison est établie, que c'est une raison valide. Voilà. Exact. Ce n'est pas parce que la raison est établie que c'est une raison valide. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'implication. C'est pour ça qu'on a ces autres possibilités de répondre. C'est que si quelqu'un nous dit vous les bouddhistes, vous croyez en Dieu parce que vous avez une religion, on va dire d'accord, oui, on a une religion bouddhiste, mais ça ne prouve rien. C'est pas parce qu'on a une religion qu'une religion est nécessairement théiste. Par exemple, c'est une façon de débattre avec quelqu'un. Et donc là, c'est la même chose. On va dire en effet, la raison est établie, le son existe, mais ça ne prouve rien. On pourrait dire en langage français, on dirait ouais, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, ou ça ne prouve rien. En langage bouddhiste, on dira c'est une raison, mais c'est pas une raison valide. Parce que si ça existe, ça peut être posé comme une raison. Que ça existe ou pas d'ailleurs. Pardon? Oui. On peut dire c'est pas assez en fait. Il manque tout à fait. Exactement. Il manque quelque chose. Et surtout, prouver quelque chose avec un raisonnement invalide, ça met quand même en danger toute la logique. Exactement. Tout à fait. On a vraiment besoin de poser les choses et de voir quelle est la définition d'une raison valide, quels sont les différents éléments d'une raison valide. Et donc là, en effet, s'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de raison valide. Et donc, on va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Donc, bravo déjà. Ok. L'existence ne prouve pas l'impermanence, vous êtes d'accord? Oui. C'est pas parce que quelque chose existe que c'est impermanent. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont dire, dans certains cercles sur Facebook ou ailleurs, que le Bouddha aurait dit « tout est impermanent ». C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « sarva samskara anitya », tous les composés sont impermanents, tous les produits, tous les causalement composés sont impermanents. Le Bouddha n'a jamais dit « tout ce qui existe est impermanent ». Si on disait « tout ce qui existe est impermanent », si le Bouddha l'avait dit, ou si c'était vrai, à ce moment-là, oui, l'existence prouverait l'impermanence. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Il a dit sarva samskara, il n'a pas dit sarva dharma. Donc exister n'implique pas d'être impermanent. C'est le même sens avec une autre formulation. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas d'implication. Exister n'implique pas d'être impermanent. Ouais. L'inverse est vrai par contre. L'inverse est vrai. Si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Ouais. Si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Par exemple, par exemple, quelque chose de permanent, donc l'espace incomposé, etc. Donc on pourra dire aussi, littéralement, on pourra dire tout ce qui existe n'est pas nécessairement impermanent. C'est exactement ça. Si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent. Il y a trois possibilités entre impermanent et existant. Ouais. Ouais. Impermanent sera dans A, existant sera dans B, ou sera B, c'est pareil. Et C, c'est non existant. Prenez une corne de lapin. Ok, donc c'est, par exemple, vous prenez la généralité existant ici. Elle englobe tous les existants, quels qu'ils soient. Ok. Et notre but, c'est de prouver que le son est impermanent. Notre cible, c'est impermanent. On veut planter la flèche dans impermanent. Si on lance la flèche dans juste n'importe où dans existant, on ne va pas y arriver. On ne prouvera pas l'impermanence simplement en disant que c'est existant. Ça ne suffit pas. Ouais. Oui, oui. Très bien. Alors que si on prend produit comme raison, produit et impermanent sont coextensifs. Ils occupent le même espace. Ça veut dire que si vous voulez tirer dans l'impermanent, vous tirez nécessairement dans produit. Ouais. Excellent, c'est exactement ça. Si les deux sont coextensifs, ça marche. Si la raison est même plus petite que le prédicat, ça marche aussi. Si vous voulez prouver que le son existe, vous dites il est produit. Produit est plus petit que existant, et donc ça marche. Si vous tapez dans produit, vous tapez nécessairement dans existant. Ouais. Donc, qu'il soit coextensif, que le prédicat et la preuve soient coextensifs, ou que la preuve soit légèrement plus petite, ou même beaucoup plus petite que le prédicat, ça marche de toute façon. Mais l'inverse, non. Génial. Donc là, par exemple, il s'ensuit que le son existe car il est impermanent. J'accepte, la raison est établie, n'est pas établie, il n'y a pas d'implication, l'implication est opposée. Qui choisit quoi? J'accepte. J'accepte pour Patrick. La raison n'est pas établie. Maca pour Nadia.
Attends, pas de conneries, la raison n'est pas établie. Non, il n'y a pas d'implication. C'est établi, Moi, je dirais ça. il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'implication non plus. Macap pour Michael. Jérôme aussi, pareil. Tout ce qui est impermanent fait partie des existants. Oui, mais tout ce Bah qui oui. existe n'est pas impermanent. Il Donc- s'agit que le son existe car il est impermanent. Très bien. Faut Moi, bien je ne vois répondre pas à la question l'implication. Il n'y a d'abord. pas c'est très important. d'implication. Pourquoi? Il n'y a pas Attends, d'implication? Tous les impermanents existent, sont des existants. mais tous les existants ne sont pas des impermanents. Alors, en effet, mais est-ce que c'est la question? Donc, ce n'est pas la question. Correspond à notre question. Il s'ensuit que le son existe car il est impermanent. Bah, C'est en effet la question. ouais. Alors, on accepte. Alors, on accepte? Ben non. Alors, non. Alors on va faire Ah, débattre. Alors, je vais être l'arbitre. Alors, on va faire débattre. Si, parce que impermanent est bien une caractéristique du son. Mais ce n'est Alors, pas là la question est sur l'impermanence. Alors, c'est sûr, il faut d'abord voir si la raison est établie pour s'occuper de l'implication. Si la raison n'est pas établie, ça ne sert même pas de se poser la question s'il y a une implication ou pas. Donc, la raison est établie. Souvenez-vous que on est en train de chercher est-ce que la preuve, donc impermanent, est une caractéristique du sujet, le son. Oui, donc ça, c'est vrai. Si, Oui. Dans ce cas-là, il faut déjà vérifier ça. C'est primordial dans notre boulot de logicien ou de philosophe bouddhiste, de prouver que la raison est établie. C'est le premier boulot. Une fois que c'est fait, on essaye de voir s'il y a une implication ou pas. Est-ce qu'on pourrait poser la question? L'implication, c'est impermanent existant. Pardon? Exactement, c'est ça. Yobayena. Un existant, est-ce qu'il doit être impermanent? Alors en fait, là, ça implique le contraire. Mitabayena yobayena kavatel. S'il répond non, ça veut dire qu'il n'avait pas pu répondre ça, il n'aurait pas dû répondre. Alors, s'il dit non, donc ça veut dire la raison n'est pas établie? S'il dit la raison n'est pas établie, il sous-entend que le son n'est pas impermanent. Non, un existant est-il nécessairement impermanent? Alors ça c'est non. Mais on parlait d'ici du. S'il pose la question. On parlait d'ici Donc du c'est ce qu'on son. avait tout à l'heure, exactement. On parlait d'ici du son. Oui. Le son, donc, il est impermanent puisque il faut d'abord trouver la raison que l'impermanence existe et il appartient aussi au son. Ouais. Donc, le son est impermanent, donc j'accepte. Alors, C'est pas ça. voilà, il faut d'abord voir en effet ça. Alors, ce que disait Nadia, c'est si la question est est-ce qu'il s'ensuit que le son est impermanent car il existe, est-ce que l'existence prouve nécessairement l'impermanence? Donc là, non. Là, c'est sûr, c'est pas d'implication, en effet. L'existence n'implique pas l'impermanence. L'inverse, oui. Quelque chose d'impermanent est nécessairement existant parce que c'est une sous-catégorie. Existence, c'est un grand œuf, on va dire. Les permanents, c'est le jaune. Et les impermanents, c'est le blanc. Donc, si c'est le blanc, c'est nécessairement une partie de l'œuf. Si c'est le jaune, c'est nécessairement une partie de l'œuf. Si c'est existant, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'il poserait cette question, le débatteur, pour mettre cette réponse en faute, en fait. Exactement. Il pourrait dire, alors donc, si la personne dit j'accepte, il s'ensuit que le son est impermanent car il existe. S'il dit j'accepte, à ce moment-là, on pourra lui dire, il s'ensuit que l'existence implique nécessairement l'impermanence. Donc, il n'y a pas d'implication, c'est ça. Donc ça, on avait vu qu'il n'y avait pas d'implication, en effet. Et là, on est sur la question que Marie connaît par cœur. Non, ce n'est pas que je connais par cœur, c'est toi qui as donné comment il faut raisonner, alors j'ai essayé. C'était quoi? Le son existe car il est impermanent, c'est ça. Donc, on avait deux parties en question. Alors, personne ne mettait en possibilité, comment dire, personne ne doutait que la raison fût établie. Tout le monde est d'accord pour dire que le son est impermanent. Qui en doute? Si vous en doutez, vous pouvez vous manifester. Très bien, mais si vous n'en doutez pas, à ce moment-là, c'est-à-dire que la raison est établie. Et une fois que la raison est établie, on va se poser la question, ok, maintenant, est-ce qu'il y a une implication ou pas? Est-ce que être impermanent implique nécessairement le fait d'exister?
Non. En principe, la raison doit être Il n'y a inférieure pas ou égale permanent au et prédicat. implique nécessairement le fait d'exister, oui. Alors, quand on a l'implication et la contre-implication, c'est ça les trois modes, hein. On a les trois modes d'une raison valide, c'est la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Il y a un super bouquin traduit par Christian Charrier d'ailleurs, d'un livre d'un des Karmapa, je crois que c'est le 5e Karmapa, je ne suis pas très sûr, qui a composé un texte sur le Madhyamaka, et il y a de la logique à un moment donné. Christian Charrier, c'est lui qui parle de l'implication, donc je lui ai piqué son vocabulaire. Je trouve que c'est très, très pertinent. Très bien. Donc, l'implication et la contre-implication. L'implication, c'est quoi? C'est si c'est impermanent, ça doit nécessairement exister. Et la contre-implication, c'est si ça n'existe pas, ça n'est nécessairement pas impermanent. Oui. Et il y a la contre-implication. Oui, il y a tout là. Si ça n'existe pas, comment est-ce que ça pourrait être impermanent? C'est impossible. Est-ce qu'une corne de lapin est impermanente? Est-ce qu'elle change d'instant en instant? Oui. Ben non. Le coin de lapin n'existe pas. Ce n'est pas un phénomène. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Elle peut se transformer dans une perception erronée qu'il a saisie en tant que... Non, mais elle n'existe pas, la corne de la pastanie n'existe pas. Non, je pense que Nadia, c'est l'avocat du diable. C'est bien. On va pouvoir débattre, on va pouvoir s'amuser. C'est cool. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut développer son esprit critique, c'est très important. Très important. Ok, donc la raison est établie. Le son est nécessairement impermanent, on est d'accord. Impermanent est une caractéristique du son. Maintenant, est-ce que le fait que le son est impermanent prouve qu'il existe? Est-ce qu'il y a une implication irréfutable entre impermanent et exister? Si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Génial. Et si ça n'existe pas, ça ne peut pas être impermanent. Ah oui. Et donc, il y a la contre-implication aussi. Ouais. Génial. Et donc, c'est quoi la réponse? C'est J'accepte. j'accepte. Ouais. Et là, je crois que c'est les 2 pouces en l'air. Ah non, même pas. C'est pas grave. Ok. Et donc là, on posera la question, on va dire très bien. Impermanent, existant. Quelle différence entre les deux? 3 possibilités. Ça ressemble un peu à une blague. Quelle différence? 3 possibilités. Combien? 3 possibilités pour Bernard. Qui dit mieux? Qui dirait quoi? 3 Existant. possibilités. 3 pour Michael aussi. Ouais, 3. Ouais? Ça vous parle? Ouais, c'est 3. ça. Ok. 3 possibilités. Bravo! Donc, à ce moment-là, on va dire donne l'implication. Ça veut dire comment on dit en tibétain? Ouais, bref, c'est pas grave. Donne l'implication. Ça veut dire qu'est-ce qui implique quoi? Si c'est impermanent, c'est nécessairement... Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça qu'on doit dire. Donne l'implication. Quand la grande kapani. Ou Ouais. quand la grande kapal chaud. On va dire à la personne, vas-y, déballe. Donc, si c'est impermanent, ça existe nécessairement, vous êtes d'accord? Est-ce que quelque chose pourrait être impermanent et ne pas exister? Non. 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 C'est très bien. Mais, suspense, si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Sauf que ça, c'était pas la question par rapport à la raison valide ou pas. La raison était valide. Mais là, on demande simplement à la personne de comparer les deux, de comparer exister et être impermanent. Ouais. Et donc, on va donner un exemple. Par exemple, l'espace incomposé. L'espace incomposé, est-ce que c'est un exemple de ce qui est existant, mais pas impermanent? Oui. Excellent. Donc, l'espace incomposé n'est pas impermanent. Pourquoi? Parce qu'il ne se change pas. Parce qu'il n'est pas composé. Parce qu'il ne change pas d'instant en instant. Et voilà. C'est l'absence de l'autre chose, d'une autre chose. Très bien. Vas-y. On utilise beaucoup l'espace incomposé, je ne comprends toujours pas bien ce que c'est. Est-ce qu'on peut. Parce que c'est un... Oui. On a du mal à m'expliquer ce que c'est. Une simple absence d'obstruction matérielle. C'est ça la définition. Une absence d'obstruction matérielle. C'est ce qui fait qu'on n'est pas figé dans une plaque de verre. C'est que justement, il y a cette absence de plaque de verre ou cette absence de contact obstructif qui fait qu'on peut bouger. Et si tu te donnes un exemple, par exemple, si tu vois l'arbre, à la place, là où il y a l'arbre, il n'y a pas l'espace incomposé, parce qu'il y a quelque chose qui obstrue l'espace. D'accord. Et entre les Mais si atomes t'enlèves de l'arbre, du coup, il y a l'espace incomposé toujours. Ouais. Oui, il s'inscrit dans l'espace incomposé. Il s'inscrit
dans l'espace incomposé. Ça veut dire que, justement, on pourrait dire l'espace qu'il y a dans la tasse. Le fait qu'on puisse mettre du thé dedans, c'est justement parce qu'elle est vide. Et le thé lui-même occupe un espace creux, en fait, d'un certain point de vue. Donc l'espace est toujours là, sauf qu'il est rempli de quelque chose. Il reste toujours d'espace après entre ces deux. Exactement. Tout à fait. Donc c'est ça l'espace incomposé. Et donc c'est considéré comme permanent dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles. Sauf que les Vebashika vont dire c'est une cause. Mais pour les autres, ils vont dire c'est pas une cause. Ça peut pas être une cause. L'espace incomposé. On va dire l'espace est incomposé. On pourrait le formuler autrement si on débat. On pourra dire, ok, l'espace incomposé est permanent parce que... Parce qu'il est non exhaustif. Parce qu'il n'est pas non permanent. Et permanent. Parce qu'il ne se change pas, il ne se transforme pas d'instant en instant. Très bien. Donc si ça ne se transforme pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Tu acceptes. Donc une corne de lapin est permanente parce qu'elle ne se transforme pas d'instant en instant. Phénomène. L'origine n'est pas établie, hein, c'est un phénomène. Hein. Exactement, c'est ce que Dominique et Bernard sont en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'implication. C'est pas parce que ça ne change pas d'instant en instant en instant que c'est permanent. Ça veut dire qu'il faut que ça existe et que ça ne change pas d'instant en instant. Parce qu'une corne de lapin n'existe pas. Donc elle ne peut pas changer d'instant en instant. Elle n'est pas permanente pour autant. C'est quoi la définition de permanent? Qui ne change pas d'instant en instant. Qui ne change pas d'instant en instant. Donc une corne de lapin est permanente. Un phénomène qui ne change pas d'instant. Mais elle n'existe pas. Comme d'hab, oui, bon, elle n'existe pas. Exactement. À chaque fois, il nous prend avec ce truc. À chaque fois, je vous piège. Ouais. Il faut que ce soit un existant. On le voit d'ailleurs dans les bases établies. Dans, c'était quoi? Dans, ok. Ah, c'était juste là. Parfait. Ok. Base établie, on l'a à un moment donné. Parce que là, vous avez la généralité existant, base établie, existant, connaissable, etc. Et vous avez les deux sous-produits, c'est-à-dire les deux sous-catégories, choses, impermanents, produits, etc. Et c'est phénomènes équivalents. Et vous avez les permanents. Donc ici, j'ai mis phénomène entre crochets, mais en fait, il n'y a pas en tibétain, ni en sanskrit. Il y a juste permanent. Il faudrait que je l'enlève d'ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de le mettre. Parce que permanent ou impermanent implique phénomène, c'est ça. Hein? Exactement. Parce que justement, la définition, c'est Chödan Kechima Mayempa Shitumba. C'est une base commune entre phénomène et non momentané. On pourrait dire tout simplement un phénomène non momentané, ça joue aussi. Il n'y a pas besoin de mettre base commune. Je trouve que c'est un peu redondant, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça nous permet de bien comprendre ce que veut dire une base commune. Ça, c'est fondamental, une base commune. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui puisse être à la fois existant et non momentané. C'est ça que ça veut dire une base commune. C'est quelque chose qui est les deux. Ouais? Oui, oui. Si on revient à la contradiction, hop, un retour en arrière. Si on revient à la contradiction, ici, il n'y a aucune base commune entre les deux. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que existant et non existant sont contradictoires? Oui. C'est exclusif, oui. Alors, ils sont contradictoires. Donc, ça veut dire qu'ils sont mutuellement contradictoires. C'est-à-dire que non existant est contradictoire avec existant. Oui, tout à fait. Oui. Ben Donc, oui. ça veut dire que non existant est non, différent. oui, attends. Parce que non existant, c'est pas un différent. ça. Phénomène existant. Oui, non, il n'y a pas de phénomène non existant. Phénomène divers. La définition de différence, c'est phénomène divers. Oui, c'est ça. Ah. Non, et non existant, c'est pas un phénomène. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Par exemple, le cornet du lapin, c'est non existant, donc... Un non existant en tant qu'objet? Ouais. Ce n'est pas existant. Ah, tant qu'un concept. Le concept existe. Oui. D'ailleurs, on dira qu'un non existant est une simple imputation. Voilà. Une simple imputation. Pas comme chez les Prasangika, hein, mais comme chez les Sotantika, c'est pas la même école. Une simple imputation. C'est-à-dire qu'à part une conscience conceptuelle qui imagine une corne de lapin, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien dans la réalité. C'est une simple imputation. L'imputation existe. Le concept existe. Oui, c'est ça. Et c'est une cognition fausse parce qu'elle ne renvoie à rien dans la réalité. Donc non existant n'existe pas.
Si non existant n'existe pas, il ne peut pas être différent, parce que la définition de différent, c'est phénomène divers. Phénomène égale existant. Donc la corne de lapin ne peut pas être différente de quoi que ce soit. Par contre, une table peut être différente d'une corne de lapin. Ouais. Une table existe. Une table existe. Une table est un phénomène divers par rapport à une corne de lapin. Et une table est contradictoire avec une corne de lapin. Mais la corne de lapin n'est pas contradictoire avec la table. Ça ne marche pas dans les deux sens, parce que l'une n'existe pas. Ouais. Ça marche? Wow. Alors là, bravo, parce que c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ça amène beaucoup de raffinement déjà par rapport à ça. Très bien. Donc maintenant, je voulais essayer de voir quelque chose. Le raisonnement, c'est que si ça n'existe pas, ça ne peut pas être contradictoire. Exactement. Ça ne peut pas être contradictoire parce Donc, que... il n'y a pas le même rapport d'inclusion. Exactement. Ce n'est pas une contradiction mutuelle. On ne peut pas dire existant et non existant sont contradictoires, parce que dans ce cas-là, contradictoire s'applique aux deux. Mais on peut dire que existant est contradictoire avec non existant. Ça, on peut le dire. Ouais. Ça marche? Mais on ne peut pas dire non existant est contradictoire avec existant. On peut pas dire Exactement. Non existant ne peut pas être contradictoire avec quoi que ce soit, parce que non existant n'est pas un phénomène différent, un phénomène divers. On peut avoir avec cette histoire, oui. Il y a un autre truc très important. Est-ce qu'on pourrait le voir maintenant? Vous avez du temps encore? 10 minutes, ouais. Ok. On va essayer de voir un truc important. Ok. Très bien. Vous vous souvenez, la dernière fois, on s'était posé la question, il y a combien de possibilités entre vérité ultime et existant? C'était combien de possibilités? Pour les Sotrantika, toujours, hein, Sotrantika qui suivent le raisonnement. Alors, c'est valide. Vérité ultime et existant. Pour les Sotrantika. Pour les Sotrantika, mais on pourrait l'appliquer à toutes les écoles. 3, dit Jérôme. Pourquoi? Donc, qui implique quoi? Lequel, si c'est l'un, c'est pas l'autre, mais si c'est l'autre, c'est l'un, etc. Comment est-ce qu'on le formule? Si c'est une vérité ultime, c'est forcément existant. Ouais. Et ce qui est existant n'est pas forcément une vérité ultime. Exactement. Si c'est une vérité ultime, c'est nécessairement un existant. Mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement une vérité ultime, par exemple. Vérité conventionnelle. Une vérité conventionnelle. C'est facile. Il suffit de prendre, si vous choisissez pas le jaune d'œuf, vous êtes obligé de prendre le blanc d'œuf, et inversement, ouais. Oui. Excellent. Donc, entre vérité conventionnelle et vérité ultime, combien de possibilités? Vérité conventionnelle, vérité ultime, ça c'est exclusif. 3 pour Michael. Ah non. 3 pour Michael. Donc, ça veut dire, comment on le formule? L'un implique l'autre, comment, si c'est l'un, c'est exclusif, non? C'est pas exclusif. Ouais. Alors, pour Bernard, c'est exclusif, et pour Michael, c'est 3. On va essayer de tester 3. Ultime et quoi, pardon? Vérité ultime et vérité conventionnelle. Ouais. Non, c'est pas possible, 3. Attends, on va essayer de tester la vue. Taisez-vous, vous lui faites peur. Le cerveau Vas-y. Alors, si c'est l'un, c'est l'autre, mais si c'est l'autre, c'est pas l'un, comment est-ce qu'on le formule? On peut pas. Voilà. Le débat est fini. Ça a duré une seconde. Alors ça peut pas. On peut pas avoir quelque chose qui soit à la fois une vérité conventionnelle et une vérité ultime. Non. Ben non. Pas possible? Non. Donc si on prend votre thèse de la semaine dernière, est-ce que existant ne serait pas une base commune entre les deux? Si, oui. Existant, oui. Ah, on a des oui. Oui, c'est une base. Existant pourrait être à la fois une vérité ultime et une vérité conventionnelle, mais non, ça ne peut pas être les deux. Il y a des... Non, c'est pas possible. C'est existant sur la base d'une imputation et c'est existant. Non. Alors, c'est ça que c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en effet, la dernière fois, on se posait la question, base commune, qu'est-ce que ça veut dire? Au premier abord, on a tendance à se dire que entre la table et le mala, entre une table et un mala, ou une table et un ordinateur, comme vous voulez. Oui, ils sont produits tous les deux, mais ils sont mutuellement exclusifs quand même. Enfin, ils sont... Voilà. Tout à fait. Ils ont une caractéristique, au moins une caractéristique commune. Ils en ont beaucoup, hein. Ils sont des choses, des existants, impermanents, des objets, etc. Ouais. Donc, ils ont des caractéristiques communes. Est-ce que caractéristique commune veut dire la même chose que base commune? Non, parce qu'il n'y a rien qui soit les deux à la fois. Exactement. Exactement. C'est pas parce que les deux existent que existant
peut être à la fois une table et un chapelet. C'est pas possible. Ben non. Ouais. Là, on a des gens qui veulent débattre. Le même arbre dont est fait la table et le chapelet. Pardon? Je dis le même arbre dont est fait la table et le chapelet, donc il y a une... Alors, c'est intéressant. Et c'est pas une base, c'est pas les deux. Est-ce que l'arbre est une cause de la table et du chapelet, ou est-ce qu'elle coexiste? Est-ce que l'arbre coexiste à la table et au chapelet? Ouais. Non. C'est une cause. Est-ce que ça coexiste? Là, c'est vrai que... Si c'est une cause, ça ne peut pas coexister. Mais non, ça ne peut pas coexister parce que l'autre a déjà fini d'exister quand l'autre est apparu. Exactement, ça c'est fondamental. Chez toutes les écoles, sauf les Vaibhashika sont vraiment spéciaux, mais sinon toutes les écoles acceptent que si deux phénomènes sont liés, ils sont soit liés de manière causale, soit liés par la même entité. De manière causale, ils ne peuvent pas coexister. C'est-à-dire qu'on a la graine et ensuite on a la pousse. Et s'ils sont liés par la même entité, ils sont obligés de coexister. Et en l'occurrence, la table et le chapelet n'ont pas une relation causale. L'arbre, on pourrait dire, l'arbre, c'est une cause substantielle pour les deux. On pourrait dire à ce moment-là, la table et le chapelet sont un même type d'entité substantielle. Zerichik, tibétain. Zerichik, ça veut dire qu'ils ont la même cause substantielle. Dans ce cas-là, ça peut jouer. Mais malgré tout, l'arbre n'est pas une base commune entre les deux. Un arbre n'est ni un chapelet ni une table. Ouais. Ça joue? Ouais, super. Alors ça, c'est super. Ok. Donc, je voulais aussi en venir à ça. À quelque chose qui parle de l'entité. Parce que ça, c'est fondamental. Fondamental. On entend souvent ça quand vous étudiez les facteurs mentaux, quand vous étudiez beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes dans le Lamrim. Il y a même entité différente. Les deux vérités pour les Prasangika et pour même toutes les écoles mahayanistes sont une même entité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a la définition des phénomènes, qui est ce qui détient son entité. De mémoire, exactement, ce qui détient sa entité. C'est marqué. Exactement. Il détient sa propre entité. Donc, perdu, il en parle un peu. Qu'est-ce qu'il dit, perdu? Il dit que entité, ça veut dire qu'il y a une nature qui est là, qui possède ses caractéristiques à lui, etc. C'est ça que ça veut dire, avoir sa propre entité. Malgré tout, phénomènes et choses, par exemple, ont une même entité. Donc quand on dit phénomène, ça veut dire existant, objet de compréhension, objet, etc. Ça veut dire qu'il a sa propre entité, ça veut dire que ça a une nature, ça veut dire que c'est un existant tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Ça n'empêche pas que phénomène puisse partager son entité avec chose, par exemple. C'est ce qu'on a tout à l'heure quand on avait vu les trois possibilités. Vous avez ici existant, c'est B, chose, c'est A. Ils ont une base commune. Ils ont une base commune. Ça veut dire que si vous cherchez un exemple de ce qui serait les deux, vous prenez une table. Une table, c'est une chose. Une table, c'est un existant. Donc une table est une base commune entre choses et existants. Non seulement il y a une base commune, mais en plus ils sont une même entité. Une même entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui. Si les existants disparaissent, la table disparaît. Exactement. Ils sont différents. Et si existant disparaissait, chose disparaîtrait. C'est-à-dire ça, normalement, plus précisément, c'est la définition de relation de même entité. Plus que même entité. Même entité, ça pourrait être, si les deux apparaissaient, ils ne pourraient pas apparaître séparément. C'est ça que ça veut dire, une même entité. Mais c'est similaire, c'est similaire. Ça veut dire qu'ici, vous avez existant et chose qui sont une même entité et qui ont des bases communes. Des choses, des tables, des personnes, etc., sont des choses, sont des phénomènes produits et sont des existants. Très bien. Donc là, on a quelque chose qui est à la fois une base commune entre les deux, entre choses et existants, et en même temps, qui est la même entité. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Par exemple, si on prend deux contradictoires ici, on va prendre quelque chose d'assez utile pour le Lamrim. On va dire A, c'est la personne. B, les agrégats.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la personne et les agrégats sont contradictoires? Non. Ben oui, c'est pas. Oui, c'est exclusif. Le jeu n'existant pas, il n'a pas de. Oui. Le jeu n'existe pas. Alors on ne parle pas du jeu inhérent, saisi comme existant de manière indépendante ou autosuffisante et substantielle pour les authenticats. On parle du simple jeu. La personne, c'est quoi la définition d'une personne? Jeu imputé sur toute ou partie des agrégats. Ouais, Un c'est jeu imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats, de l'un ou l'autre des agrégats. Très bien. Un jeu ou une personne désignée en dépendance de tout ou partie des agrégats. Pourquoi tout ou partie? Parce que pour ces écoles ici, dans la sphère du sans forme, il n'y a pas l'agrégat de la forme. Et donc on ne peut pas imputer la personne en dépendance de tous les agrégats. On va imputer la personne en dépendance des agrégats non formels. C'est pour ça qu'ils disent tout ou partie. Mais pour les Prasangika, on va dire, ils ont quand même le potentiel de... ils ont quand même une graine de forme, etc. Ils ont quand même quelque chose qui ressemble à ça. Très bien. Donc la personne, c'est un phénomène imputé en dépendance de toute ou partie des agrégats. Ça existe, c'est un jeu conventionnel. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire que la personne existe. Si on dit que la personne n'existe pas, on aurait tendance à être nihiliste, en fait. Et les agrégats, ce serait B. Donc je répète ma question. Est-ce que A et B sont contradictoires? Est-ce que la personne et ses agrégats sont contradictoires? Ah oui. Pourquoi? Donc, littéralement, en débat, on dirait les deux agrégats, il s'ensuit qu'ils sont de même, ils sont contradictoires parce que, et personne ne donnerait la réponse. Mais moi, je vais plus vite, je dis pourquoi. Et quand on dit jeu, ça, en tibétain, Non. Oui. Les agrégats, c'est de la forme, alors que la personne. Les agrégats, c'est pas que de la forme. Mais Pas que de la forme, les 5 agrégats, il n'y a pas que la forme. Donc il y a vraiment cette notion de jeu qui rentre dans la définition. Tout à fait, exactement. Ouais. Ouais, le jeu existe. Une fois, il y avait un enseignement comme ça. Sasanté a donné un enseignement sur le soi et le non-soi. Et c'était Mathieu Ricard qui traduisait, je crois. Et à un moment donné, ils sont passés aux questions-réponses. Et dans une des questions, la personne a dit: vous avez dit qu'il n'y avait pas de jeu. Si vous êtes obligé de partir, allez-y. Non. Désolé. Désolé, en fait. Hein, et donc, Sasanté dit là: mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait jamais de jeu. J'ai dit, il n'y a pas de soi inhérent, il n'y a pas de jeu inhérent, intrinsèque, etc. Mais le jeu conventionnel, on n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est comme, on va dire que le jeu conventionnel, c'est le bras. Et que le jeu inhérent, ce serait une tumeur sur le bras. Si on enlève le bébé avec l'eau du bain, ça veut dire qu'il faut couper le bras pour se débarrasser de la tumeur. Mais non, on peut laisser le bras intact et enlever juste ce qu'il faut enlever. Il faut enlever juste l'existence inhérente du jeu. Mais le jeu conventionnel, on n'y touche pas. Il existe, il fonctionne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est juste dans la voie médiane. Mais sûr que pour eux, pour les authenticats, ils ne vont pas parler d'inhérence, etc. Eux, ça les dépasse. Ils vont dire juste autosuffisant et substantiel. Ils vont dire qu'il n'y a pas de jeu autosuffisant et substantiel. Il y a un jeu qui est imputé en dépendance des agrégats. Et ce jeu imputé en dépendance des agrégats, ce n'est pas la même chose que la simple imputation des prasangika. C'est beaucoup plus grossier. Excellent. Donc la personne et les agrégats sont contradictoires, mais sont une même entité. Pourquoi? Parce que où se trouvent les agrégats, se trouve la personne. Et où se trouve la personne, se trouvent les agrégats. Ouais. Ça joue? Yes. Oui. Excellent. Ça, c'est fondamental. Non, moi, franchement, j'arrive. Là, je te suis pas du tout, là. Moi non plus. Alors, j'arrive pas. Parce que puisque le jeu imputé, ça correspond aux agrégats, il y a une base commune. Hein. Non, on parle de la personne. Oui, bon, la personne. Ouais, ce n'est pas le jeu, mais c'est la personne qu'on parle avec les agrégats. Exactement. La personne, le jeu et le soi conventionnel, c'est équivalent. Personne, jeu, soi, il y a quoi d'autre? Donc, il y a bien une partie. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est équivalent. Ok, et donc ce jeu, cette personne, ce soi, on a dit que c'était une imputation par rapport aux agrégats, on est d'accord? Exactement, oui. Il est imputé. Alors, donc il y a une base commune. Alors, il n'y a pas de base commune. Ah. Il n'y a pas de base commune. La base commune, ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose qui serait à la fois les agrégats et la personne. C'est ce que dit Alain Nagarjuna dans le chapitre 18 du traité du milieu. Il dit si la personne était les agrégats, à ce moment-là, il y aurait 5 personnes parce qu'il y a 5 agrégats. Si la personne n'était pas les agrégats, okay, c'est bon. Une même entité que les agrégats, à ce moment-là, les agrégats pourraient être contaminés par la personne, les agrégats seraient impermanents et pas la personne, etc. Oui, non, mais il n'y a pas une base commune, mais il y a quand même quelque chose en commun. Une même entité. C'est l'entité qui est en commun. Alors, s'il y a une entité en commun, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est contradictoire? Mais
les Pas définit. c'est Exactement. C'est comme la vérité ultime et la vérité conventionnelle, c'est C'est pareil. pareil. C'est le même principe. Si la vérité ultime disparaît, C'est la génial. vérité conventionnelle. Si la vérité Ah voilà. bah, c'est la vérité ultime, il n'y a rien. Exactement. Tout à fait. Et inversement. S'il n'y a rien, il n'y a pas la vérité. Bref. Donc, la personne et les agrégats. La personne ne peut pas être les agrégats. Pourquoi? Est-ce que la personne peut être un corps? Est-ce que la personne est un corps? Est-ce que la personne est son corps? Est-ce que la personne Non. est ses sensations? Est-ce que la personne est l'ensemble des agrégats? Il y a 5 agrégats. Si une personne, enfin, moi je ne suis pas très bon en maths, mais comment est-ce que 1 peut être égal à 5? Pas possible. Parce que si la personne est, par exemple, l'agrégat de perception, il y a eh ben, il quelque faudrait chose- qu'il soit aussi l'agrégat de formation mentale, je ne sais pas. Ça fait Pardon? 2 déjà. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que si la personne est l'agrégat des sensations, eh ben, il faudrait aussi qu'il soit l'agrégat des perceptions mentales. Ça fait déjà 2 personnes. Voilà, par exemple, Il perception. faut bien comprendre ce qu'on entend par cette définition Oui. de personne, parce que c'est une définition parmi d'autres définitions. Exactement, exactement. Et c'est un peu piégeant parce que pour les Sotrantika, comme pour toutes les écoles autres que le Prasangika, s'ils cherchent vraiment la personne, s'ils cherchent l'illustration de la personne, s'ils cherchent qui est vraiment Nadia, ils doivent trouver quelque chose dans la base d'imputation. Parce que là, dans la définition est impliquée la notion d'une unité finalement, puisqu'après on dit que c'est contradictoire avec les agrégats. Oui, une unité, comment ça? Mais c'est l'imputation. Est-ce que tu peux trouver une personne alors qu'il y a l'agrégat du corps, il y a l'agrégat de la conscience? Donc, tu invoquais une pluralité pour dire qu'on ne pouvait pas trouver la personne, ce qui impliquait donc qu'il y avait dans ce concept de personne tel qu'il est défini là, une idée d'unité en fait. Alors en effet, on a une personne. Exactement, tout à fait, c'est très important. On a une seule et même personne. On n'est pas... Alors à moins d'être un peu schizophrène, d'avoir plusieurs personnes dans notre tête, pourquoi pas? Ce qui est possible. Mais non, on est une personne. D'ailleurs, le Bouddha l'a dit, chaque être a un seul continuum conscient. Chaque être a une seule continuité. On n'a pas plusieurs personnes. Même dans les mandalas, quand il y a des mandalas à plusieurs centaines de déités, etc., toutes ces déités ont le même continuum conscient avec la déité principale du mandala. Donc c'est une seule et même personne. Donc même dans ce cas-là. Donc la personne est une, et la personne est désignée en dépendance de toute ou partie des agrégats, et elle est une même entité avec ces agrégats. Ça veut dire que où se trouvent les agrégats, on ne peut pas avoir les agrégats de la personne à Blois et la personne à Paris. C'est pas possible. On est obligé d'avoir la personne où se trouvent ces agrégats. C'est ça que ça veut dire être une même entité. C'est la formulation de contradictoire. Alors contradictoire, ça veut dire que rien ne peut être à la fois la base d'imputation et le phénomène imputé. Les parties et le tout d'un certain point de vue. Les parties et le tout. Soit on a les parties de la table, soit on a la table. On ne peut pas avoir quelque chose qui soit à la fois une partie de la table et la table. C'est pas possible, ouais? Oui. J'avais juste une question. Les agrégats, tu considères que ce sont des phénomènes? Oui, nécessairement. Et des phénomènes impermanents. Le Bouddha dit tous les impermanents sont inclus dans les agrégats. Oui. Tous les impermanents. Alors là, quand je disais unité, c'est-à-dire la personne vue comme une unité, en fait. Hein, exactement. Par rapport à ses agrégats. Oui. C'est ça qui fait qu'il y a une contradiction. Exactement, tout à fait. Mais aussi faut-il connaître cette définition qui est vraiment relative à une école. Alors la définition de la personne, elle va être acceptée partout. Sauf que pour les Prasangika, ils vont rajouter simplement imputé, parce que pour les Prasangika, tout ce qui existe est une simple imputation, en dépendance d'une base d'imputation. Pour les Prasangika, c'est vraiment spécifique, mais ça aide déjà à comprendre. Quand on comprend déjà le Sotrantika, on voit qu'il y a des phénomènes imputés. Par exemple, le temps est un phénomène imputé, la personne est un phénomène imputé, tous les composés non associés, tous les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience, sont imputés, sont des phénomènes imputés. Et ça aide beaucoup à se rapprocher ensuite de la vue Prasangika. On va se dire, mais tout ce qui existe est nécessairement simplement imputé. Simple, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver le phénomène imputé dans sa base d'imputation. Alors que pour les autres écoles, on peut trouver. Si on cherche vraiment Nadia, ils vont trouver la conscience mentale, par exemple, les Sotrantika. Les Vaibhashika vont dire c'est l'agglomérat des agrégats. Les Chittamatrins qui acceptent les 8 consciences vont dire c'est l'Alaya Vijnana, etc., etc. Donc ils sont obligés de trouver quelque chose. Sinon, on est nihiliste pour eux. Et chez les Prasangika, on dit non, plus vous cherchez, moins vous trouvez. Et ça, c'est passionnant. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des phénomènes contradictoires, mais qui sont une même entité.
Les deux vérités pour les écoles marianistes sont contradictoires. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une vérité ultime et une vérité conventionnelle. Mais elles sont une même entité, dans un même objet, dans une même nature. Ouais. Excellent, bravo, bravo. Là, franchement, c'est super, parce que là, on a vu des points très importants, très utiles pour la suite, pour le Lamrim, pour les écoles philosophiques, etc. Et on essaiera, si ça vous intéresse toujours, de continuer et de débattre là-dessus, sur des choses un petit peu plus croustillantes, et voilà. OK? Oui, oui. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. C'est super. Bravo à tous. Merci. Salut, salut, merci. Merci, à vendredi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Ciao, merci beaucoup. Merci. Les définitions un peu bizarres.